Je m'adresse aux parlementaires et à celui donc qui connaît évidemment un certain nombre d'élus dans le Nord. Est-ce que vous avez été surpris par, comment peut-on dire, cette commande qui a abouti à un rejet du plan Borloo ? C'est clair. Quoi qu'on dise du plan Borloo, il avait au moins le mérite d'être un plan global. Le problème pour Emmanuel Macron, le seul finalement, je pense que c'est son coût, parce qu'il y en avait pour 10 milliards d'euros par an, mais moi je pense que ce n'était pas trop au vu des ambitions. Donc là, Emmanuel Macron, finalement, avait commandé ce rapport, et puis on voit bien, il le passe par-dessus bord. Finalement, vous considérez que c'est une erreur fondamentale ? Je pense que c'est une erreur, effectivement, en tout cas, de ne pas avoir considéré les solutions qui étaient mises sur la table, même s'il aurait fallu les compléter, et je crois que la seule vision, finalement, est budgétaire. Emmanuel Macron trouve toujours de l'argent quand il s'agit de redistribuer aux plus riches de ce pays, et là, en l'occurrence, il n'avait pas le sou, et donc il est passé, finalement, d'une ambition importante à juste un exercice de communication. Voyez-vous, Monsieur Durand, par exemple, l'ISF et la flat tax, ça a coûté 5 milliards d'euros. Avec 5 milliards d'euros, on peut proposer à ce que la cantine soit gratuite et donc réduire la pauvreté à l'école, ce qui est une nécessité. Donc il y a des choses à faire. Et puis il n'a pas dit un mot lors de sa présentation non plus des 260 000 contrats aidés supprimés. Et pour le coup, les travailleurs sociaux, notamment en banlieue, en savent quelque chose de l'utilité que c'est, du pied à l'étrier que ça consistait à mettre pour beaucoup de jeunes, sans compter aussi qu'il poursuit une politique d'austérité. 120 000 fonctionnaires en moins, ça va aussi impacter les banlieues. D'accord, 120 000 fonctionnaires en moins, mais vous savez qu'il y en a 5,5 millions plus 1 million de contractuels, donc c'est pas non plus une proportion gigantesque. Mais Monsieur Durand, est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de fonctionnaires ? Moi, je trouve pas dans ce pays. On a besoin de policiers, on a besoin de personnel dans les hôpitaux, on a besoin de bureaux de poste, il y a besoin de services publics. Les services publics, c'est le patrimoine de ceux qui en ont pas, bien souvent. C'est une bonne base pour une politique, y compris sur la banlieue. Terminons sur Borloo et après nous enchaînerons sur le reste. Cette expression de mâle blanc qui est effectivement, qui ne devrait pas s'échanger des plans sur la banlieue. Est-ce que vous considérez que derrière cette expression, il y a quand même un aspect communautariste qui n'est pas... Non, mais si vous voulez, quelle est votre version des choses ? Hier, nous avons juste droit à un exercice de communication qui visait simplement à écarter le plan Borloo pour la raison qu'Emmanuel Macron n'avait pas envie de mettre le sou dans cette ambition. Après, sur la méthode, c'est clair que... Moi, je vous parle de la phrase, parce que ça, vous l'avez déjà dit. Oui, mais bien sûr, mais il a dit souvent aussi... Pourquoi cette phrase ? Mais cette phrase-là, pour moi, elle vise juste effectivement à... C'est un moyen habile d'écarter le plan Borloo, voilà tout. C'est la rhétorique. Bien évidemment, et ce n'est que cela. En réalité, là où pour le coup je peux avoir un point d'accord avec Emmanuel Macron, encore faut-il qu'il mette des moyens sur la table, c'est que aujourd'hui, effectivement, on a eu une succession de plans banlieue. Il faut redémocratiser ça. Je pense que les acteurs directement, je voulais parler tout à l'heure des associations, ont leur mot à dire. Il faut y compris impliquer les citoyennes, les citoyens dans la redéfinition d'une grande politique de banlieue. Mais on pourrait parler d'un tas de sujets. Voyez-vous, par exemple, sur la police, on est passé d'une police de proximité en gestation qui était utile à une police de la réaction. On en voit les effets. C'est quelque chose de global qu'il nous faut sur ces questions-là. Et bien évidemment qu'on ne pourra pas faire sans moyens. Donc plan, vous la déplorez. L'absence de moyens, bien évidemment. Question, pourquoi toujours aller chercher Macron dans la rue alors que visiblement la mobilisation n'est quand même pas gigantesque ? Regardez ce qui s'est passé pour les fonctionnaires. 50% de moins, donc avec en plus quelques incidents que la dernière manifestation. Et donc vous recommencez samedi, un peu toujours sur le même thème, avec comme allié la CGT. Est-ce qu'il faudrait mieux pas pour la France Insoumise essayer de trouver des alliés politiques plutôt que d'aller chercher dans la rue une contestation qui ne prend pas depuis des semaines ? Alors votre question a le mérite d'être très claire. Alors d'abord vous dire, Guillaume Durand, et vous le savez, que dans le jeu parlementaire, nous sommes sans doute le groupe le plus actif, c'est-à-dire que nous ne désertons pas le débat institutionnel. Le problème, c'est que nous avons en face de nous un pouvoir qui méprise littéralement son opposition. Voyez-vous, moi, quand Emmanuel Macron fait des propositions, je l'écoute attentivement. Quand je suis d'accord avec lui, je le dis. Quand je ne suis pas d'accord, je le dis aussi. Vous êtes vraiment d'accord. En tout cas, ça nous arrive d'être d'accord. Par contre, cette majorité, dès que ça vient de la France Insoumise, tout est bloqué systématiquement. Voyez-vous, par exemple, des fois, ils ressortent des propositions que nous avions faites et qu'ils ont refusées pour se les approprier. C'est le cas, par exemple, là, sur le glyphosate actuellement à l'Assemblée. Bref, je mets ça de côté. Donc, on a finalement un jeu parlementaire qui est verrouillé, où on ne cherche pas à se convaincre les uns les autres, mais on campe sur ces positions. Donc, pour nous, il y a nécessité... d'alliance politique. Regardez ce qui se passe en Italie, même si ça paraît aberrant, ils ont pris le pouvoir sur une alliance politique. Oui, mais attendez. L'Union de la gauche a pris le pouvoir. Prendre le pouvoir. Je termine, et bien après, bien évidemment, vous répondez. L'Union de la gauche avant 80, si vous voulez, la gauche avec Mitterrand ne serait jamais revenue au pouvoir depuis le Front populaire s'il n'y avait pas eu une alliance. Donc la France Insoumise, on la voit toute seule avec la CGT. Non, Guillaume Durand, ces vieux référentiels de tambouille politicienne sont dépassés. Aujourd'hui, les gens demandent à être convaincus sur le fond. Et le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas d'interlocuteur fiable, y compris à gauche, comme vous dites, parce que sur un tas de sujets, certains ne sont pas d'accord. On va pas mettre, en tout cas, ce qui est clair, moi je suis pour qu'on discute avec tout le monde, mais on va pas mettre nos désaccords sous le tapis pour atterrir sur un espèce de ventre mou politique. Aujourd'hui, il faut de la clarté. Par ailleurs, ce qui est en train de se passer, vous parliez de la rue, vous voyez quand même qu'on est passé de mobilisation sectorielle
à une véritable convergence. Vous souvenez de la fête à Macron, vous parliez de violence pour le coup. Il y avait, soi-disant, d'aucuns disaient que ça allait être violent. On a vu une belle manifestation populaire, festive, un grand rassemblement de masse. Et là, ce que nous avons pour samedi 26 mai, c'est pour la première fois un décloisonnement du mouvement syndical et politique. C'est neuf. C'est très neuf. Et ce sont les associations... La CGT qui rejoint la France Insoumise. Non. Guillaume Durand, un instant. Vous pouvez vérifier vous-même, allez sur le site maréspopulaire.fr, il y a plus de 80 organisations qui appellent à la mobilisation, c'est absolument historique et ce sont les associations qui tirent la locomotive, voyez-vous. Donc on a associations, syndicats, politiques qui pour la première fois, entendez bien ça, se mettent d'accord pour dire ce qui est en cause avec la politique d'Emmanuel Macron, c'est une certaine idée de la France et de la République sociale. Et ça ne concerne pas simplement les militants des organisations, ça concerne tout le monde. Voyez-vous, la sélection à l'université, ça concerne tout le monde. Ce qui se passe avec l'ouverture à la concurrence de la SNCF, ça concerne tout le monde. Et les services publics, on en parlait il y a un instant, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Ça concerne tout le monde, monsieur Durand. Mais tout à l'heure, la question que je vous posais était une question politique. La rue, depuis le début, et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon l'a dit, première manche, victoire Emmanuel Macron. La stratégie politique ne changeant pas aujourd'hui, comment à un moment vous pouvez espérer bousculer un pouvoir qui visiblement vous ignore totalement? Mais à l'Assemblée nationale, vous venez de le dire, mais le président de la République aussi. Mais vous savez, à mesure que les débats parlementaires se font, même si cette majorité se comporte comme un seul bloc... C'est pas que je vais renverser le président de la République. Mais vous pourriez nous y aider. Non, c'est pas du tout ça le sujet, c'est que je ne comprends pas comment la stratégie simplement s'appuyant sur Mélenchon... Non, c'est les deux. La stratégie est la suivante, monsieur Durand. Nous sommes présents sur tous les débats parlementaires et nous formulons 1000 propositions. Nous n'arrêtons pas de proposer. Mais... effectivement, comme nous n'avons pas beaucoup de prise, vu que ce groupe se comporte comme un seul bloc qui refuse tout ce qui vient de chez nous, on se sert aussi des débats parlementaires pour que nos idées continuent à infuser dans la société, qu'ils comprennent que nous ne sommes pas que des opposants, mais aussi des proposants. Et après, bien évidemment, la démocratie, c'est aussi la rue. Vous savez, monsieur Durand, une élection présidentielle, elle légitime un président de la République, mais elle ne clôt pas la polémique. C'est pas 51 à raison, 49 à tort. Donc le débat se poursuit. Vous avez dit justement la polémique, mais est-ce que la vie démocratique doit se faire aussi dans la rue ? Elle doit se faire, effectivement. Clémentine Autain l'a expliqué, elle a dit que l'élection présidentielle, c'est pas l'alpha et l'oméga de la vie démocratique. En tout cas, on voit Coquerel qui empêche des étudiants de rentrer à l'intérieur du université. Vous prenez tout, vous mélangez tout. Non, de tout temps, de tout temps, et depuis que la République existe, Guillaume Durand, il y a toujours eu des parlementaires ceint de leur écharpe tricolore dans des mobilisations et dans des luttes. Voilà. Ce qu'il faut dire simplement, c'est que nous sommes sur deux jambes, dans le débat parlementaire institutionnel et également à l'extérieur. Parce que oui, même si Emmanuel Macron ne le supporte pas, la démocratie, c'est aussi la rue. Mais qui veut du rapport de force? C'est lui qui impose cette méthode à marche forcée. Il a dit lui-même... C'est les Français qui ont voté pour lui. Oui, mais vous savez, ce sont les Français qui, dans les sondages, comment se définit... sans l'approuver totalement, considèrent qu'il lui laisse le temps de l'action. Oui, mais comment se définit lui-même Emmanuel Macron? Il est conscient du contexte particulier de son élection. Il dit « je suis le fruit d'une effraction ». C'est donc qu'il sait qu'il n'est pas le fruit d'une adhésion. Et on en est bien là aujourd'hui. C'est qu'il se comporte comme si les Français avaient voté pour the leader of the free market. Non, les Français, y compris ceux qui ont fait le choix de voter Emmanuel Macron, n'ont pas voté pour qu'on assume cette préférence absolue pour les riches, n'ont pas voté pour qu'on démantèle le service public et n'ont pas voté pour un président de la République qui est le leader des marchés libres. Donc Emmanuel Macron, en poussant au maximum le curseur du libéralisme, achevant en cela ce que selon lui ses prédécesseurs n'ont pas achevé, il est en train de défaire ce qui fait notre pays. Donc vous ne croyez absolument pas que dans les 4 années qui viennent, il y aura un volet qui sera un volet de politique sociale? Moi, je pense qu'en tout cas, il achève un processus et qu'il n'est pas sur ce pli-là. Il ferait bien de le faire. Voyez-vous, aujourd'hui, l'étiquette de président des riches qui lui colle à la peau, c'est pas parce que simplement la France insoumise l'a dit. Vous voyez bien que c'est ancré dans le pays. Vous voyez bien que, je crois, c'est 8 Français sur 10 qui disent sa politique ne nous sert pas personnellement. Il fait la politique d'une petite minorité, persuadé que c'est en faisant cela qu'il va avancer. Ça ne fonctionne pas. Donc maintenant, on a besoin de perspectives. Vous avez raison. Et comme on a ce décloisonnement du mouvement syndical et politique, nous pouvons reprendre la main. Je le dis à celles et ceux qui nous écoutent. Le 26 mai, même si vous aviez intériorisé le fait que vous ne manifesteriez jamais, il y a intérêt à ce que vous puissiez venir. Venez avec les gamins, les poussettes. Ce sera quelque chose de joyeux, de festif, pour dire à Emmanuel Macron, écoutez-nous, ça suffit, nous avons besoin d'une autre politique. Et voyez-vous, monsieur Durand, la France pourrait marcher en tête d'une vraie bifurcation, parce que ces défis-là, sociaux, écologiques notamment, nous allons devoir de toute façon les solder. Est-ce que vous avez voté Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle? Mais alors moi, je vous répondrai pas sur cette question, puisque vous avez vu que... beaucoup reproché à Mélenchon. Je sais, mais vous savez que ce qui s'est passé au second tour de la présidentielle, c'est que lorsque nous avons fait une consultation interne
pour avoir une photographie de ce qu'était le mouvement La France Insoumise, qui, je le rappelle, n'est pas un parti politique, qui est un mouvement ouvert, souple. Nous avions 3 blocs clairement constitués. Vous aviez un tiers des gens de La France Insoumise qui ont voté Macron, vous avez un tiers qui ont voté blanc et un tiers qui ne se sont pas déplacés. Moi, je ne vous le dirai pas, parce que comme je suis un représentant politique qui doit représenter pour le coup ces 3 choix différents que je respecte, je me garderai de dire quel avait été le mien. Et vous qui aimez l'histoire, quand vous entendez Corbière expliquer que ce sont les Russes qui ont abouti à la libération de Paris, vous trouvez pas que c'est quand même un peu bizarre? Pourquoi vous dites ça? Parce que le tournant de la guerre, c'est évidemment en partie Stalingrad, ça c'est en 42, mais la libération de Paris, il y a quand même eu au départ le débarquement. Par le coup, ils ont quand même largement contribué. Et puis Monsieur Durand, largement contribué, oui, mais c'est l'exclusion des Américains. Mais vous avez un souci avec les Russes? J'ai aucun souci avec les Russes. Je dis simplement ils ont payé un lourd tribut quand même. Hein. Mais tout le monde est d'accord. Voilà. Tout le monde est d'accord. C'est cette exclusivité. Quand on voit par exemple Mélenchon ces derniers temps à la télévision s'extasier devant la carte de la Russie, on a l'impression de voir une sorte de crypto-communiste qui apparaît. Non, mais vous faites erreur. La preuve, regardez, vous savez, souvent, pendant la campagne, on nous disait Jean-Luc Mélenchon, poutinolâtre, etc. Bon, là, en l'occurrence, vous avez suivi ça... Crypto-communiste, non, mais vous avez suivi ça avec les yeux de l'observateur aguerri que vous êtes. Vous avez bien vu qu'il était allé notamment rencontrer l'opposant à Poutine. Nous, ce que nous disons dans cette affaire, et vous le voyez, c'est que l'impérialisme américain est en train d'exacerber les tensions à travers le monde et que la Russie doit être considérée comme un partenaire. Voyez-vous, nous voulons un indépendantisme français en matière de géopolitique. Indépendantisme ne veut pas dire isolationnisme. Ça veut dire qu'on discute avec tout le monde. La France a des capacités en matière géopolitique. Or, la politique d'Emmanuel Macron, qui est essentiellement l'alignement sur les États-Unis, est en train de nous décrédibiliser durement. Merci beaucoup Adrien Quatennens. C'était l'invité politique de la matinale. On rappelle qu'il est député du Nord de la France Insoumise et qu'il y aura cette manifestation samedi. Il est 8h29. Nous avons rendez-vous avec la revue de presse de Renaud Blanc. Et tout à l'heure, donc, nous rendrons hommage à Michel Colombier et nous recevrons donc Alberto Toscano pour avoir un point précis sur ce qui se passe en Italie et Jean-Louis Bourlange. Bien évidemment, à 9h, la Provence écrit à propos de ce qui s'est passé à Marseille en matière de sécurité. Le journal de Franz-Olivier Gisbert, d'affaires d'État, c'est-à-dire des policiers qui ont été obligés de baisser la garde face à des gens qui sont intervenus donc dans un quartier difficile de Marseille, Kalachnikov au bras. Ce sera donc à 9h. Nous décrypterons l'intégralité de ce qui s'est passé ces dernières heures. Bonne journée à vous.